Bonjour à tous. Donc, on est ravis d'être parmi vous pour parler avec vous des risques environnementaux. Vous avez peut-être davantage entendu parler des impacts sur l'assurance IARD. On sait bien entendu qu'il y a aussi des impacts sur l'assurance de personnes. Et pour nous, c'était important aujourd'hui de faire le focus sur ce sujet. Et donc à cette occasion, on est particulièrement ravis en fait, d'accueillir parmi nous Guillaume Boulanger de Santé publique France, qui va ensuite vous présenter plus en détail ce qu'il fait chez Santé publique France. Et en termes d'organisation de l'atelier, en fait, on commencera par une présentation de Guillaume sur les impacts de la pollution sur la santé humaine. Et puis après, on essaiera d'élargir un petit peu le cadre, donc avec une présentation sur le concept de santé environnementale. Et puis on terminera avec des cas plus pratiques et appliqués, avec Julie qui nous présentera l'impact en fait que ça peut avoir sur des portefeuilles d'assurance de personnes. Donc, Guillaume, peut-être je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir convié, invité à ce congrès, et donc tout particulièrement Catherine et Julie pour leur invitation. Donc en quelques mots, je m'appelle Guillaume Boulanger, je travaille donc à Santé publique France. Nous ne travaillons pas que sur l'épidémie de la Covid, mais également sur les facteurs et les risques environnementaux au sens large, incluant la santé au travail. Et nous surveillons principalement l'état de santé de la population vis-à-vis de ces facteurs. Donc moi, je suis responsable d'une unité au sein de la direction santé environnement travail, une unité qui s'occupe de la qualité des milieux de vie du travail et de la santé des populations. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'impact qu'a un facteur environnemental assez conséquent, la pollution de l'air ambiant, sur la mortalité en France métropolitaine. Donc je vais essayer de respecter le temps de 10 minutes, je vais m'attacher à être concis. Alors l'air est source de pollution, on entend beaucoup parler médiatiquement et vous devez connaître ce sujet-là. Je rappelle toujours ces quelques chiffres parce que respirer est un acte vital et nous ne pouvons pas nous en passer, ça concerne toute la population. Donc c'est un risque vraiment qui est un risque subi, qui n'est pas un risque choisi et qui concerne toute la population française et au-delà. Et en termes de sources, on entend beaucoup parler du trafic, mais il faut savoir que les sources sont multiples et parfois se combinent. Donc le trafic, l'industrie, la combustion au bois, qui est par exemple en Île-de-France, on entend peu parler, mais qui est la première source de particules en Île-de-France, et l'agriculture également. Merci. Sur les effets, alors les effets ils sont multiples. Tout d'abord, on a mis en évidence l'effet de la pollution de l'air sur les systèmes respiratoires et cardiaques. Donc historiquement, ce sont les deux systèmes qui sont impactés touchés par les polluants de la pollution de l'air. Et puis, au fil des années, la recherche a mis en évidence que les particules, notamment les particules ultra fines, passent la barrière pulmonaire et donc vont circuler au niveau systémique dans l'organisme, et des effets notamment neurologiques ont été mis en évidence, endocriniens, voire des effets sur la reproduction. La pollution de l'air, c'est la deuxième cause de maladie non transmissible au niveau mondial, et ces chiffres sont plus ou moins respectés même au niveau européen, au niveau français. Donc c'est un fardeau assez conséquent et considérable. On voit bien que, je crois qu'on va y revenir après, de manière générale, je vais l'illustrer par la pollution de l'air, mais l'environnement représente à peu près 20% du fardeau des maladies en Europe. Ça, c'était une parenthèse qui me semblait intéressant de vous présenter, notamment dans cette enceinte-là, c'est que moi, je m'attache à Santé publique France à évaluer les conséquences sanitaires, mais évidemment, on n'est pas déconnecté aussi de l'agenda politique et judiciaire. Et il faut savoir que l'État a été condamné récemment par le Conseil d'État pour inaction à une astreinte de 10 millions, donc, qui est reversée à des associations, à des institutions aussi publiques qui agissent sur la pollution de l'air, aux associations qui surveillent aussi la qualité de l'air. Donc voilà, c'est un fait notable, et également suite à de nombreuses procédures. Depuis 2009,
la Commission européenne et puis la Cour de justice de l'Union européenne ont mis en demeure la France pour non-action vis-à-vis de la pollution de l'air. Et donc tout récemment, il y a eu une condamnation ferme de la France, d'autres pays également, au niveau européen, par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'État. Et plus récemment aussi, en 2020, ce qui a été assez notable pour nous, c'est que la justice britannique a reconnu la pollution de l'air comme facteur donc dans le décès d'une jeune fille donc, qui est décédée d'une grave crise d'asthme. Donc c'est la première fois qu'on a vu cette causalité, en tout cas d'un point de vue judiciaire, entre la pollution de l'air et le décès d'une personne. Alors, à Santé publique France, on coordonne depuis maintenant plus de 25 ans un programme de surveillance air et santé. Et il s'agit de surveiller les effets à court terme et à long terme de la pollution de l'air. Et aussi, on quantifie l'impact sur la santé. Notre mission, c'est vraiment d'être en appui des politiques publiques pour les éclairer sur l'impact et aussi, à travers différents scénarios, voir quel serait l'impact justement de politiques publiques sur le bénéfice lié à ces actions. Donc, on calcule, on conduit ce qu'on appelle des évaluations quantitatives d'impact sur la santé. Et ici, je ne vais pas vous présenter clairement, mais peut-être juste de manière synthétique le principe. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en regard des études épidémiologiques, des études qui sont menées, on surveille des populations pendant 10 ans, et on regarde les niveaux de pollution et la mortalité ou des effets. Donc ça, on le fait pendant de nombreuses années. Et ce qu'on voit, c'est que plus la pollution augmente, plus le nombre de décès augmente, ou plus un effet respiratoire augmente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des relations entre l'exposition et le risque. Et ces relations, on va les appliquer à des scénarios de mesure où, typiquement, on va regarder entre l'année 2016 et l'année 2019, est-ce que la pollution a diminué, augmenté, et on va voir si donc il y a un gain ou une perte en termes de décès ou de morbidité. Donc voilà, c'est comme ça qu'on quantifie un peu les choses, et ça, on le cale avec des données de santé. Voilà, sans rentrer trop dans la mécanique, j'allais dire, mais pour vous expliquer un peu le principe, parce qu'on entend souvent des chiffres comme 48 000 décès liés à la pollution de l'air, 40 000 décès. Voilà comment on construit ces chiffres-là. Et on s'appuie... Alors, la dernière étude qu'on a réalisée, qui a été publiée l'année dernière, on a fait cette étude du poids, ce qu'on appelle le fardeau, le poids que représente la pollution de l'air. Et pour ça, on s'est basé sur une période d'étude de 2016-2019. On ne prend jamais une année parce qu'il peut y avoir des phénomènes météorologiques qui sont très variables d'une année à l'autre et qui diminuent ou augmentent beaucoup la pollution. Donc on choisit toujours une période assez large. On s'est concentré sur la France et on a choisi finalement de s'intéresser à des polluants qui sont assez bien connus, bien caractérisés et bien suivis. Donc les particules, vous avez dû entendre parler des particules, et du dioxyde d'azote. Et on regarde en fait finalement la concentration annuelle au niveau national de ces polluants-là pour faire ce calcul. Alors on ne travaille pas tout seul, j'ai mis les partenaires qui vous sont connus ou pas, mais qui sont plus spécialistes de l'exposition par exemple. Et comment en fait on va modéliser au niveau national l'exposition? C'est que, ça c'est une technique particulière où finalement il y a des spécialistes de la chimie de l'atmosphère qui vont modéliser ces polluants-là à partir des émissions. Et puis on va caler ces modèles-là sur des mesures qui sont faites par des stations. Alors, il y en a partout sur le territoire, surtout en zone urbaine et périurbaine. Et donc on va caler nos modèles avec ces mesures réalisées au niveau de ces antennes-là. Pour illustrer un petit peu les résultats qu'on a publiés, donc, vous voyez finalement en rouge, c'est les zones qui sont les plus polluées pour les particules et également pour le dioxyde d'azote. Elles se concentrent principalement dans les zones urbaines, avec aussi les zones de grandes infrastructures routières, voire les zones aussi industrielles. Donc clairement, vous voyez d'une année à l'autre, finalement, il peut y avoir de la variabilité qui est liée principalement à des phénomènes météorologiques. Merci. Alors, en termes de décès, c'est pareil. Donc, vous voyez que les excès de décès en lien avec la pollution de l'air se concentrent principalement dans le nord de la France et aussi dans l'axe Rhône, qui sont des zones très urbaines, très industrielles et à fort trafic. Et donc, on a estimé donc, que pour la population âgée de plus de 30 ans parce que le temps
qu'on soit exposé et qu'on développe l'effet, principalement des cancers ou des accidents vasculaires cérébraux, il faut un long temps d'exposition, ce qu'on appelle la latence. Et donc 40 000 décès sont attribuables à la pollution de l'air par an. Pour le NO2, c'est beaucoup moins, donc c'est 7 000 décès en lien avec ce polluant-là. Alors, ce chiffre-là, on le voit beaucoup, on s'en sert beaucoup pour mobiliser les acteurs, mais évidemment, comme toute étude, il y a des incertitudes. Donc là, c'était pour vous faire toucher un peu du doigt ce type d'incertitude. Alors, les modèles d'exposition, ils sont assez précis au niveau des zones urbaines, mais typiquement, on a plus d'incertitudes parce qu'il n'y a pas de station de mesure dans les zones, par exemple, montagneuses ou dans les zones rurales. Et donc là, on a plus de mal à caler le modèle. Donc ça, par exemple, c'est des incertitudes sur la mesure. Après, c'est pareil, quand on fait des calculs, comme je vous l'ai dit, de la fonction entre l'exposition et le risque, là aussi, il y a des incertitudes sur ce calcul-là, et on calcule des intervalles de confiance. Donc finalement, le chiffre de 40 000, il varie plus ou moins entre 30 000 et 70 000. Donc vous me direz que la fourchette est importante, mais le fardeau reste conséquent, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un impact important de la pollution de l'air et que ça doit mobiliser les acteurs, notamment les acteurs publics, sur l'action. En termes de conclusion et d'enseignement, ça représente un facteur de risque équivalent, presque équivalent au tabac et alcool. Donc la pollution de l'air, c'est un des facteurs environnementaux les plus importants. Et on estime que c'est 7% de la mortalité totale qui est attribuable à une exposition aux particules. Clairement, les efforts de réduction, ils sont en cours. Il y a des politiques ambitieuses, notamment au niveau européen, pour contraindre aux réductions. Et on voit bien sur le schéma, vous voyez, la France est entourée en noir, que depuis les années 90, il y a une diminution assez drastique des niveaux de particules, par exemple, pour tous les pays au niveau européen. Donc ça, c'est le point positif. Après, la prudence et la vigilance, et on engage les acteurs à poursuivre leurs efforts, c'est que vous voyez peut-être en bas, en pointillé, c'est la valeur qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, qui était de 10 et qui vient d'être actualisée à 5. Donc les concentrations diminuent, c'est une bonne chose, mais on est encore loin de la valeur cible qui est demandée et préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Et il est clair qu'en termes d'action, il ne faut pas se situer au niveau du curatif, mais d'anticiper, et que les efforts des pouvoirs publics constituent la meilleure solution et la meilleure intervention médicale la plus efficace depuis les 20 à 30 dernières années. Alors là, on quitte un peu plus mon domaine, mais c'est pareil, pour sensibiliser les acteurs, la société civile, les pouvoirs publics, l'impact sanitaire est une valeur assez parlante, mais au-delà, on travaille aussi avec un économiste qui est à l'université Aix-Marseille et qui monétarise l'impact sanitaire que nous avons calculé. Et clairement, voilà, il a estimé pour les 40 000 décès et les 7 000 décès en lien 40 000 décès en lien avec les particules et 7 000 décès en lien avec le NO2, que le coût pour la société est évalué à 130 milliards d'euros pour les particules et 23 milliards pour le NO2. Donc là, vous êtes sans doute peut-être plus compétent que moi sur la question, mais pour effectuer ce calcul-là, en fait, il valorise la mortalité sur la base des préférences déclarées et non révélées ou sur le marché. Ce qui est estimé aujourd'hui, ce qui est utilisé par la Commission européenne, ce qui a été produit par l'OCDE sur la base d'une méta-analyse de 76 études, ce qui est recommandé par le rapport Quinet en 2013 au niveau français et qui est demandé par la réglementation en France pour évaluer les projets de prospective, soit d'infrastructures routières ou de projets en termes de santé. C'est une valeur de la vie humaine qui est estimée à 3,3 millions avec le taux de change et l'inflation depuis que ça a été publié en 2013, mais environ 3 millions pour une valeur d'évitement de décès, et puis une valeur qui correspond à peu près 85 000 euros pour une année de vie gagnée.
en fait, le calcul il est assez simple. On multiplie les 3,3 millions par les 40 000 décès pour arriver donc à un total de 130 milliards. Donc ça aussi, c'est un chiffre qui parle et qui permet aussi à nos politiques de comparer soit des projets qui concernent la santé ou d'autres projets d'action et de pouvoir avoir ce point de comparaison avec un même référentiel. Voilà, je m'arrête là. On prend les questions à la fin, j'imagine ? Oui. Très bien. Mais merci Guillaume pour ces explications très claires qui nous permettent de bien prendre conscience qu'effectivement la pollution et ses effets sont particulièrement prégnants dès aujourd'hui et sont des sujets d'importance. Alors je vais peut-être poursuivre pour vous parler en fait des liens entre santé et environnement. On vient de le voir, il y a la pollution, mais on sait qu'il y a effectivement beaucoup d'autres sujets qui peuvent concerner la santé. Et qu'on sait qu'aujourd'hui, l'environnement pris au sens large fait partie des déterminants de la santé. Et parmi ceux-ci, c'est un des déterminants qui peut être plus important que ce qu'on a imaginé jusqu'à présent. L'OMS a fait effectivement un certain nombre d'études, et comme le disait Guillaume tout à l'heure, a déjà mis en relation les impacts santé et environnement. Donc si on regarde par exemple la liste des pathologies qui sont aujourd'hui répertoriées par l'OMS, qui sont au nombre de 102, on constate qu'on en a quand même 85 qui sont tout ou partie liées à des causes environnementales. Donc on n'est vraiment pas sur l'épaisseur du trait, on est vraiment sur quelque chose d'assez majeur. Ça a des conséquences, bien entendu, en termes de maladies. Si on regarde juste en Europe, on est à peu près à 15 à 20% des maladies qui sont dues à l'environnement. Et puis, si on va jusqu'à un niveau de gravité plus important, ce qui va conduire au décès. Au niveau mondial, l'OMS évalue à peu près à 23% les décès dans le monde qui sont imputables à des facteurs environnementaux modifiables. Et lorsqu'on regarde les décès des enfants, on s'aperçoit même que ce ratio est plus élevé puisqu'il passe à 26%. En Europe, si ces ratios sont un peu plus faibles, on ne peut pour autant pas considérer qu'ils sont négligeables, loin de là, puisqu'on a à peu près 12% des décès en Europe qui sont imputables à des facteurs environnementaux modifiables, ce qui constitue quand même à peu près 1,4 million de décès. Donc là encore, on est sur des montants qui sont quand même impressionnants. On retrouve les sujets de santé et d'environnement au cœur aussi des objectifs de développement durable, donc les fameux ODD de l'ONU. Bien entendu, on a l'ODD numéro 3 qui est dédié spécifiquement à la santé et au bien-être, mais on va retrouver de manière disséminée, finalement un peu en filigrane, les liens entre la santé et l'environnement dans presque l'intégralité des composantes et des 16 autres ODD. On ne va pas les dérouler, mais en fait, ils sont tous un petit peu induits. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, on se dit que finalement, la santé, il faut la regarder de manière un peu plus holistique. Et il y a un concept en fait, qui permet d'avoir une vision plus écosystémique de la santé, qui est le concept de santé environnementale. Alors, ce n'est pas un concept nouveau, en fait, il a été défini déjà par l'OMS en 1994. Pour autant, dans le secteur de l'assurance, on ne peut pas forcément dire qu'il soit aujourd'hui extrêmement connu. Alors, on va peut-être du coup refaire un petit focus pour expliquer qu'est-ce que ce concept de santé environnementale. Alors, l'objectif de ce concept, c'est de considérer qu'en fait, l'ensemble en fait, des conséquences sur l'homme d'impact négatif ou positif de facteurs qui agissent sur l'environnement, quelle que soit l'origine, que ce soit des facteurs qui soient d'origine naturelle ou anthropique, va avoir un impact sur la santé. Donc là, vous avez à l'écran, alors je ne vais pas vous la lire parce que c'est un petit peu long, la définition de l'OMS qui a été posée pour la santé environnementale. En fait, on se rend compte que cette définition-là, en fait, est extrêmement éloignée du seul silence des organes, que vous avez probablement peut-être entendu parler et qui est maintenant assez ancien. Non, la santé, c'est bien plus vaste que ça. Ça va comprendre tous les aspects de la santé humaine, la qualité de vie et l'exposition à tout un tas de facteurs. Donc ça peut être des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, mais aussi psychologiques. Et donc, quand on parle, par exemple, de problèmes très actuels de santé mentale, forcément, ça va rentrer aussi dans la santé environnementale. Ce qui est important aussi de noter, c'est que dans la santé environnementale, on va intégrer aussi toutes les pratiques de gestion, les pratiques de résorption et de prévention. C'est vraiment partie intégrante du concept.
Et puis enfin, la troisième et dernière dimension qui est aussi importante, c'est finalement le passage à des générations futures aussi. On a des effets qui aujourd'hui peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine d'une génération X, mais la génération suivante peut aussi être victime finalement d'un transport de ces facteurs. Donc, suite à la définition par l'OMS en 1994 de cette définition-là, on a un certain nombre de concepts qui ont vu le jour, qui sont plus ou moins étoffés ou détaillés. Donc, on ne va pas forcément tous les reprendre. On en a deux principaux. Le concept One Health, ou une seule santé en français, dont l'objectif, en fait, est de relier la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Et on a aussi le concept de santé planétaire, ou Planetary Health, qui est peut-être davantage utilisé ou retenu chez Santé publique France. Mais les deux trouvent à s'appliquer maintenant de manière de plus en plus large. Alors, le constat, c'est vrai que c'est assez compliqué de positionner le curseur sur l'état de santé en fonction des impacts environnementaux. Ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'on a une accélération des messages d'alerte. Donc là, vous avez, alors on pourrait en citer bien d'autres, mais vous avez quand même quelque part des extraits qui sont quand même assez percutants et qui ne remontent pas à quelques jours. Vraiment, on a déjà ces problèmes soulevés depuis un certain nombre d'années. Le British Medical Journal, par exemple, dès 2006, expliquait que le changement climatique, en lien avec le réchauffement global, est le problème de santé publique le plus urgent dans le monde. Donc on est sur quelque chose d'assez important. Plus récemment, l'OMS, en 2015, indique que le changement climatique est la plus grande menace sur la santé globale au XXIe siècle. Pour poursuivre sur ce tableau qui est quand même assez sombre, vous avez l'IPBES, en fait, qu'on pourrait qualifier rapidement un peu l'homologue du GIEC sur la partie biodiversité, qui écrivait dans son rapport en 2020 qu'il fallait maintenant s'attendre aux pires crises à venir, selon les termes de l'organisation, et à des pandémies qui seraient plus fréquentes, plus mortelles et plus coûteuses. On a aussi l'ensemble de la communauté, on va dire médicale, qui essaie de sensibiliser aussi aux impacts du changement climatique sur la santé. Donc vous avez aussi, bien entendu, le rapport du Lancet Countdown qui de manière annuelle, relaie de manière invariable les impacts sur la santé. Et vous avez eu, en fait, en septembre dernier, un regroupement de 230 revues médicales qui ont créé un éditorial commun pour alerter sur les effets catastrophiques d'une hausse des températures de 1,5 degré. Donc là, on ne parle pas de degrés, on passe déjà à 1,5 degré, en indiquant que si ce niveau était atteint, l'impact sur la santé pourrait devenir irréversible. À l'occasion de la COP26, vous avez eu aussi une lettre ouverte qui a été signée par 300 organisations qui représentent dans l'ensemble 45 millions de médecins et de professionnels de santé dans le monde, et qui, eux aussi, en fait, appellent pour éviter la catastrophe sanitaire imminente en limitant le réchauffement climatique à 1,5 degré et faire de la santé humaine et de l'équité des éléments centraux de toutes les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et puis enfin, last but not least, dans le 6e rapport du GIEC, le dernier volet, c'était le dernier volet, celui de février, on constate en fait que l'ensemble des indicateurs santé à travers le monde sont tous atteints négativement. Donc maintenant en France, comment on considère ce concept de santé environnementale ? Alors, c'est un concept qui est mis à l'agenda des pouvoirs publics déjà depuis quelques années. Il faut quand même avoir en tête que le droit à un environnement sain est un droit inscrit dans la Constitution depuis 2005. Et que depuis déjà plus d'une douzaine d'années, l'État a mis en place des plans nationaux santé-environnement. Donc aujourd'hui, on est à peu près au 4e, qui a été lancé en mai 2021. Et on a aussi des différents rapports parlementaires ou des rapports du Sénat ou aussi des rapports du CESE qui se sont aussi saisis de ce sujet et qui vont en faire référence à cette notion de santé environnementale. Donc, par exemple, un rapport parlementaire de décembre 2020 expliquait que, de son point de vue, il fallait que la santé environnementale devienne une priorité du XXIe siècle. On a aussi un rapport du Sénat qui, lui, en fait, formule des recommandations. Et parmi ces 10 recommandations, il propose d'instituer auprès du Premier ministre un délégué interministériel à la santé globale chargé de porter la thématique One Health, parce qu'on est vraiment sur des sujets extrêmement transverses.
Le rapport du CESE de mars 2021, c'est pareil, lui, il va s'attacher à regarder sur les territoires comment articuler la politique nationale de santé environnementale, puisqu'on comprend aisément, en fait, les expositions environnementales sont très liées aux problématiques géographiques et de territoire. Et puis là, très récemment, donc en mars et en avril 2022, le Sénat et l'Assemblée ont aussi vu passer 2 rapports. Donc le rapport du Sénat qui lui porte sur un objectif de construire et de proposer une sécurité sociale écologique du XXIe siècle, et un rapport parlementaire qui lui s'attelle à développer davantage la prévention sur les pathologies liées à l'environnement. Donc maintenant pour les assureurs, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que c'est un sujet qui est stratégique déjà sur le plan des enjeux, puisque forcément, on l'a constaté, on l'a un petit peu touché du doigt aussi avec la crise du Covid, mais que les sujets de santé environnementale en fait, sont susceptibles d'entraîner des bouleversements majeurs sur la société et sur tous les secteurs d'activité. Et on sait bien que l'assurance en fait, est complètement encastrée dans la société et ne peut fonctionner que dans un environnement économique stable. La santé environnementale, bien entendu, va être porteur de risques émergents, qui aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver dans certains rapports en ça, on peut le trouver sous cet angle-là. Alors, on voit tout de suite les risques qui nous viennent en tête, c'est bien entendu la mise sous pression des systèmes d'assurance publique. Donc certains acteurs en fait, commencent à s'interroger sur sa capacité d'adaptation, sa capacité de résilience. Et puis forcément, ça va venir interroger les conditions d'assurabilité. Jusqu'à quand, comment, à quel coût on va pouvoir continuer, comment peut-on supporter les éventuelles crises futures. Et le corollaire de tout ça, c'est forcément la fragilisation de l'inclusivité de l'assurance et du rôle sociétal de l'assurance, qui est normalement chargé de jouer un rôle d'amortisseur social. Donc ça, ce sont des problématiques qui n'ont pas échappé au CESE, qui en octobre 2021 s'est auto-saisi en fait des conséquences de risques émergents sur la capacité de résilience du modèle assurantiel. Donc le sujet était plus vaste que la santé environnementale, il y a aussi la cybersécurité et d'autres problématiques à l'intérieur. Mais effectivement, le constat, c'est qu'effectivement, un changement de paradigme est nécessaire et qu'il exhorte en fait les politiques publiques à évoluer et puis que les techniques assurantielles s'adaptent également. Puis enfin, peut-être pour conclure sur les enjeux stratégiques pour les assureurs, c'est aussi un contexte qui bouge. Donc on a des attentes qui sont de plus en plus fortes des assurés, des clients. La santé, en fait, fait partie des demandes prioritaires des assurés. Et on a aussi une évolution importante portée par la loi climat et résilience l'année dernière qui maintenant donne la possibilité, qui ouvre en fait au sein du dialogue social des entreprises la possibilité de parler des sujets environnementaux. Donc il y a des dialogues qui vont s'ouvrir au sein des entreprises. C'est aussi un enjeu en termes de contexte, puisqu'on l'a vu, le système de santé qui aujourd'hui est excessivement curatif a besoin d'aller vers davantage de prévention. On sait qu'en France, on a une part extrêmement faible par rapport à d'autres pays européens qui accordent une partie en fait, des financements sur la partie prévention. Et puis enfin, alors on pourrait considérer que c'est un peu éloigné, on se demande un petit peu ce que ça peut venir faire là, mais en fait, non, il y a quand même des liens et on a aussi un contexte qui pousse en fait, via tout le contexte de normalisation de la finance durable et de reporting extra-financier, qui est en pleine effervescence, notamment via la taxonomie, en fait, à s'interroger sur les produits et comment ils peuvent répondre à des objectifs de durabilité. Et avant de passer la parole à Julie, donc les défis, si on devait les synthétiser en 4 gros principaux objectifs, forcément, ça va d'abord passer par de la formation et de la sensibilisation, puisque ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne mesure pas, on a tendance à considérer que ça n'existe pas. Donc c'est d'abord la première étape. Et ensuite, on a encore beaucoup de travaux sur l'amélioration des connaissances, des liens entre santé et environnement. Donc là, on pourrait en parler pendant des heures. On est sur des sujets qui peuvent être transgénérationnels, c'est le temps long de la recherche. Et forcément, ça nécessite du temps, sauf que est-ce qu'on a vraiment beaucoup de temps ? On peut se poser la question. Et comme le disait Guillaume tout à l'heure, on a déjà suffisamment d'éléments pour savoir que les impacts sont réels et importants. Forcément, nous, en tant qu'actuaires, ça va nous obliger en fait, à faire évoluer les outils d'évaluation, les modèles. Et puis surtout, il faut quand même construire la boussole et être sûr d'avoir bien identifié les indicateurs de mesure qui vont nous permettre de savoir quand est-ce qu'on commence à rentrer en zone rouge. Et puis enfin, en tant qu'assureur, pour ceux qui sont chez les assureurs dans la salle, ça va nous obliger en fait à être force de proposition et à réfléchir sur les règles de souscription, sur la construction des produits et puis les services. Et donc Julie va nous... Merci Catherine.
Donc effectivement, il s'agit de faire évoluer nos outils, notre vision du risque, et également d'utiliser ce qui existe déjà côté non-vie aussi, puisqu'on a quand même le changement climatique qui est pris en compte déjà depuis un certain temps. Donc reprenons d'abord quelques informations sur la pollution, on a pu le voir déjà avec Guillaume. C'est un enjeu de santé publique. Même si on a pu observer une forte baisse lors du confinement, cette baisse était impactante surtout sur les concentrations en dioxyde d'azote, les particules aussi, et qui ont vu des baisses par contre plus modérées. Par contre, l'impact sur la mortalité est quand même plus important. Donc ces taux de concentration dans l'air sont surveillés par Santé publique, mais aussi par l'OMS, et qui a revu son échelle à la baisse, comme tout à l'heure Guillaume l'a mentionné. On peut le voir sur ce graphique. On n'est plus donc du coup à un seuil de 10, mais à 5. Et donc c'est l'effet entre les deux graphiques à gauche et à droite. Donc l'impact de la qualité de l'air sur les individus est non négligeable, puisque Santé publique a estimé à 2300 décès évités en lien avec la diminution à l'exposition aux particules et 1200 au NO2 lors du premier confinement. Donc ces cartes datent de 2019 et sur cette base et de la nouvelle échelle aussi de l'OMS, on a 100% de la population qui est exposée aux particules et 73% au dioxyde d'azote. Si l'on zoome sur la région Rhône-Alpes, ces zones mettent également en exergue une exposition donc importante pour tout type de population, que ce soit la population générale ou des populations plus à risque, donc les établissements scolaires ou les établissements hospitaliers. Et on voit que du coup, pour tous les seuils de pollution, donc pour ceux qui dépassent le seuil, on a quand même 36% de la population qui sont exposés à au moins 3 polluants, et 85% à au moins 2, et 99% à au moins 1. Et c'est exactement, enfin c'est à peu près le même constat sur les autres types de populations. Donc des outils comme celui de l'OMS RQ+, sont disponibles afin de tenter de quantifier les impacts en assurance de personnes sur ces changements. Mais il nous faut aussi identifier ce qui va venir perturber cet air et ce que nous respirons, et pour en comprendre et réaliser les enjeux. Le changement climatique est l'un des facteurs aggravants de la pollution et donc de la santé. Au Canada, en 2017, les incendies de forêt en Colombie-Britannique ont forcé plusieurs établissements de santé à fermer, déplacer 700 membres du personnel et plus de 880 patients. Donc c'est un même phénomène qu'on a pu observer dans d'autres pays comme les États-Unis en 2020. On a aussi en 2017 à Porto Rico l'ouragan Maria qui a fait dérailler les opérations de fabrication d'un important fabricant de matériel médical, entraînant une perte de revenus de l'ordre de 70 millions de dollars. Aux États-Unis, les assureurs privés ont supporté plus de 30% du total des coûts de santé suite à l'ouragan Sandy en 2012. Un grand hôpital universitaire de New York a subi des dommages dus aux inondations, des pertes de revenus, interruptions de recherche et des coûts liés à la sécurité du personnel qui s'élevaient à 1 milliard de dollars. En Australie, c'est la saison des feux de forêt de 2019-2020 qui a déclenché 2 milliards de dollars australiens de coûts de santé liés aux décès prématurés et aux hospitalisations dues à la fumée. Ce montant est plus de 3 fois supérieur au précédent record pour la saison des feux 2002-2003. Et enfin, dernier exemple en Inde, en 2015, les heures de travail perdues en raison de la chaleur extrême ont coûté au secteur des services, fabrication, agriculture et construction un total de 4 à 6% du PIB annuel. Et donc d'ailleurs en Inde, mais aussi au Pakistan, vous avez pu le voir dans l'actualité, ces pays ont connu une forte période de chaleur de mars à mai, record observé depuis plus de 120 ans. Il faudra donc toutefois des mois pour déterminer l'ensemble des retombées sanitaires, que ce soit économique, que ce soit en termes de nombre de décès, d'hospitalisation, donc les impacts financiers. Et dans la presse, aujourd'hui, seulement une centaine de morts ont été reportées dues à cet épisode. Plusieurs scientifiques ont collaboré pour estimer dans quelle mesure le changement climatique induit par l'homme a modifié cette probabilité et dans quelle mesure l'intensité de la vague de la chaleur. Cette probabilité a augmenté d'un facteur 30, c'est-à-dire que du coup, cette chaleur pourra arriver beaucoup plus fréquemment à l'avenir. Si l'on revient sur la France, nous sommes également dans une situation de hausse en termes d'épisodes de chaleur. Notre référence au début des années 2000 était l'année 2003, mais on a aussi vu des années comme 2018, 2019 et 2020, la vague de chaleur qui aurait généré pour 2020 environ 202 décès en excès pour les 45-64 ans, selon Santé publique, et 12 accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur. Sur base donc, des scénarios du RCP, ceux du GIEC, qui permettent de modéliser l'impact dans le futur, donc si on reste dans une stabilisation des émissions dans le scénario 4.5, si on baisse ces émissions dans le scénario RCP 2.6,
ou dans celui qu'on a retenu également, le 8.5, où il y a une dégradation. Donc sur ce graphe, on peut lire deux types d'informations. Dans le dégradé de bleu, c'est la concentration de la population, et dans le dégradé de rose, donc le jour de vague de chaleur. Donc si l'on combine les deux, donc concentration de la population associée à des vagues de chaleur plus importantes, on peut voir que dans les scénarios, l'ensemble de la France va plus se situer, donc sur l'autre slide. Dans le scénario RCP 8.5, on aura 50% de la population qui sera exposée à plus de 30 jours de vagues de chaleur, avec un max de 48. Dans la vision la plus optimiste, on est à 25% de la population. Ces forts épisodes de chaleur, de pollution, peuvent être impactés par différentes sources. Les incendies de forêt en sont une, on l'a déjà évoqué par des exemples par ailleurs. Nous avons développé donc des cartes qui présentent les zones à risque en France selon les différents scénarios de température. Ici, donc, on a en haut à gauche le scénario actuel. Si on augmente de plus 1,5 degré, de 2 ou de 3 degrés. Ces incendies, comme on a pu le voir donc en Australie ou aux États-Unis, impactent directement la concentration en dioxyde d'ozone et les particules. Sur ces cartes, donc, on observe que la population exposée augmente de 10% si l'on regarde au-delà du niveau modéré. On a pu le voir, ce risque est de plus en plus présent dans le monde, mais aussi en France au regard des incendies de forêt qui ont eu lieu le week-end dernier. En effet, dans la Loire, environ 10 hectares ont brûlé. Nous sommes donc en plein dans le sujet cette année. En effet, ces scénarios conduisent à des impacts non négligeables sur la santé. Le changement climatique rend les vagues de chaleur et les incendies de forêt plus fréquents et plus intenses, ce qui augmente la pollution atmosphérique et aggrave la charge des maladies chroniques. Sur les maladies chroniques, 176 milliards de dollars est le coût annuel des soins de santé qui sera prévu d'ici à 2060 pour les maladies respiratoires et cardiovasculaires attribuables à la pollution atmosphérique, soit 8 fois plus qu'en 2015. Sur ce graphique, on représente les interconnexions entre le changement climatique et les impacts sur la santé. Ce n'est pas exhaustif, mais ça permet déjà d'avoir une idée de l'interconnexion. Par exemple, sur les maladies infectieuses, plus de 500 millions de personnes supplémentaires devraient être exposées aux maladies véhiculées par les moustiques d'ici 2050. Ce fait est accru par les augmentations de température qui vont favoriser du coup la prolifération. Tout comme la qualité de l'eau et la détérioration de l'air vont accroître les infections. Comme on a pu le voir sur le diagramme, les sources d'impact du changement climatique sont diverses. On a les ouragans qui, eux, vont endommager les structures de soins, les inondations qui peuvent aussi endommager ces structures, mais aussi impacter la qualité de l'eau, et la chaleur sur la pollution de l'air, tout comme les incendies de forêt, comme on a pu le voir. Autant d'outils non-vie qui peuvent être utilisés pour transposer de façon quantifiable de la non-vie à la prévoyance. Les modèles commencent à apparaître et restent encore à développer, bien entendu. Les actuaires doivent y contribuer sans attendre. L'objectif est de sensibiliser au plus tôt sur le sujet afin d'anticiper et d'entamer les actions. Il s'agit d'adapter pour l'avenir les produits et l'assurance. Et il est de la responsabilité de notre profession de s'inscrire dans ce changement et d'y prendre part. Si vous avez des questions. Quelqu'un qui peut faire passer le micro? Une question ici. Alors moi j'ai une question pour Guillaume en fait. On parle beaucoup donc de l'impact de la pollution sur l'air extérieur, mais qu'en est-il par exemple de la pollution dans les transports en commun causés par notamment les dégagements de particules fines avec le freinage des rames? Est-ce que vous étudiez aussi un petit peu les niveaux de pollution dans les stations de métro ou autres? Oui, je vais être synthétique. Oui, effectivement. Alors, là, quand on parle de l'impact de la pollution de l'air extérieur, effectivement, on sait que notamment une part de la pollution de l'air extérieur va aussi dans les bâtiments. Et donc, on est exposé quand on est à l'extérieur, mais aussi, on sait qu'il y a une perméabilité et qu'on est exposé aussi dans l'intérieur des environnements. Et on passe à peu près 80% de notre temps dans les environnements intérieurs en France. Donc voilà, c'est pas perméable. Après, vous évoquez une pollution très particulière qui est celle des enceintes ferroviaires souterraines, notamment, et là qui est beaucoup plus massive en termes de particules. Mais la nature des particules est différente. Parce que dans le métro, notamment, c'est beaucoup de particules ferriques liées au freinage,
alors qu'à l'extérieur, c'est beaucoup de particules liées à la combustion, notamment des moteurs. Donc la nature n'est pas exactement la même, mais effectivement, il y a en tout cas une sensibilisation et une demande importante de réduire par les opérateurs, donc je ne vais pas en citer, mais de réduire la concentration de ces particules dans le métro ou dans les enceintes ferroviaires de manière générale. Ça passe, vous voyez peut-être, pour ceux qui sont en région parisienne, par des portes sur les quais, pour réduire en fait finalement l'émission directe sur le quai. Ça passe par des aspirateurs au niveau des freins, ça passe par des conceptions différentes. Donc là, on engage aussi à réduire drastiquement. Le message quand même qui est important, c'est que j'encourage pas les gens à ne pas prendre le métro et donc à se reporter sur son véhicule personnel. En termes de mobilité et en termes de bénéfices pour la mobilité, les transports en commun sont largement supérieurs et bénéfiques par rapport à l'usage d'un véhicule individuel. D'accord, merci. Alors ma question est en lien avec le sujet offre, produit et taxonomie. Ce que la taxonomie prévoit, elle reconnaît qu'effectivement le changement climatique a un effet sur les risques couverts par l'assurance de personnes. Et elle reconnaît aussi que l'assurance de personnes peut aider à l'adaptation au changement climatique. Elle reconnaît notamment explicitement sur 2 lignes de business, les frais de santé et l'arrêt de travail, avec forcément un lien entre les deux. Ce qu'elle dit, c'est que pour aider à l'adaptation, il faut une couverture explicite du risque climatique, ce qui n'est pas forcément évident quand on parle de frais de santé, et d'autre part, des modèles de pricing qui ne sont pas des prolongements de tendance, mais qui sont forward-looking, pour jargon en anglais, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans un environnement où on a plus de pollution, où on a des pics de chaleur supplémentaires. À côté de ça, en termes de réflexion sur l'adaptation de l'offre produit, aujourd'hui, les offres de frais de santé et a fortiori les offres d'arrêt de travail ne mentionnent pas explicitement le climat, à l'inverse de ce qu'on peut en avoir en IARD. Alors, dans votre vision, quelle peut être la réponse de l'assureur en termes d'offres produits, à part la même chose, plus cher? Je serais bien en peine, je pense, de vous faire des recommandations, et puis je pense que je ne vais pas me hasarder à vous en faire là. Mais c'est vrai que ça fait partie justement des réflexions. Et effectivement, il y a des acteurs qui réfléchissent sur la partie peut-être plutôt service, on va dire, comment on articule produits et services. Donc après, c'est vrai qu'on a la partie assurantielle, mais on a des mécanismes au niveau des services qui peuvent éventuellement voir comment adapter l'offre. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui sont aujourd'hui pas encore complètement traités, et c'est pour ça qu'on ouvre en fait le débat, puisque la taxonomie et éventuellement une mise en conformité qui peut être souhaitée, voulue par pas mal d'acteurs, pourrait justement emporter certains à s'interroger et puis à essayer de réfléchir un petit peu. Mais c'est vrai qu'au niveau, par exemple, de l'atelier produit du groupe de travail communication extra-financière, on avait commencé en fait à poser en fait quelques idées, et on se rend compte qu'effectivement c'est pas un sujet simple. Voilà. Mais comme tous les sujets qui ont trait au climat, on est sur des sujets qui sont globalement tous complexes, avec une dimension un peu particulière sur l'assurance de personnes. J'ajoute peut-être en commentaire que la particularité de la France, en plus, c'est qu'une grande partie de notre système de couverture d'offres produits en santé et arrêt de travail est liée aux accords de convention collective et aux garanties collectives, et qu'en plus, une partie de l'offre et de sa structuration est aussi très cadrée explicitement par ces accords collectifs. Alors après, on va peut-être pas détailler toutes les offres santé, mais dans la santé environnementale, il y a aussi les risques professionnels. Et justement, si on parle d'accords de branche, on est quand même sur des univers qui sont bien placés justement pour essayer d'anticiper l'évolution en fait des risques professionnels. Donc en fait, la santé environnementale, ça peut être un terme qui peut être considéré comme étant nouveau pour le secteur de l'assurance, mais c'est un peu comme Monsieur Jourdain, il y en a plein qui en faisaient sans le savoir. Et notamment via les risques professionnels et en assurance collective, on a quand même aussi pas mal de services de prévention qui ont été aussi mis en place au fil des années. Mais voilà, on sait qu'on peut toujours faire mieux. Et effectivement, si déjà on arrive à traiter dans l'univers des risques professionnels un certain nombre d'expositions, on a les expositions chimiques, les éthers de glycol, enfin les perturbateurs endocriniens qui sont aussi des nouveaux sujets qui apparaissent de manière assez frappante. Mais on sait que voilà, on peut aussi voir comment développer davantage ce qui a été aussi mis en place par le passé. Mais c'est vrai que sur la partie collective, il y a pas mal de choses qui peuvent être travaillées. Merci.
Mais j'ai pas de solution miracle, malheureusement. Enfin, je sais pas si Julie, t'en as. Vous avez du coup parlé donc du nombre de morts sur la pollution de l'air. Est-ce que une sorte de ventilation par âge est envisagée comme d'étude ou envisageable même? Alors, concernant la pollution de l'air en particulier? Oui, oui. Alors oui, on voit que on fait par classe d'âge. De mémoire, c'est par classe d'âge avec un intervalle de 5 ans. Donc on a ces chiffres-là et on voit bien que le fardeau porte beaucoup sur les personnes plus âgées. Parce que finalement, plus on est exposé, plus la probabilité de développer une pathologie en lien avec la pollution de l'air est importante. Et donc clairement, ça se déplace plutôt vers les personnes plus âgées. Ce qui fait que quand on fait un calcul en termes de décès évités, on a un certain chiffre. Quand on fait un calcul en perte d'années de vie, finalement, le chiffre est beaucoup moins important, beaucoup plus faible. Et ça se voit beaucoup quand on monétarise aussi les choses. Et c'est la même chose d'ailleurs pour... on suit beaucoup là, les chiffres. Vous avez vu que nous avons été impactés par une forte vague de chaleur. Pour les canicules, c'est aussi ça. Hein. Les populations les plus vulnérables et les plus touchées, c'est au-dessus de 65-70 ans. Merci. D'autres questions? Merci.